L'anxiété est une dictature, et moi, je suis son esclave. Depuis que j'existe, je la subis. Chaque seconde, en toile de fond ou en invasion incapacitante et gigantesque, légère ou immense, mais elle ne m'a jamais vraiment quitté. Jusqu'ici, ma vie pourrait se résumer en gros à une cohabitation douloureuse avec ce parasite empêchant. L'anxiété, c'est un truc rampant, une peur sans objet, une inquiétude qui dégénère et enferme, une préoccupation permanente qui engendre des effets désastreux sur nos vies quotidiennes. C'est l'invité surprise d'un siècle qui produit en série de la petite inhibition sociale et souvent de la solitude subie. C'est un parasite de désadaptation, si vous voulez. Je ne sais pas exactement quand la mienne m'a choisi. D'aussi loin que je me souvienne, dès mes premiers pas dans le monde, en dehors de mon petit Éden familial, je me suis mangé en pleine gueule les symptômes qui allaient m'accompagner fidèlement jusqu'ici, pendant 25 années au moins. Je n'ai jamais fait sans l'anxiété, mais j'ai appris à faire avec ma peur panique du monde, de l'autre, de la vie, avec ce poids et cette impression permanente d'être écrasé par les yeux mal intentionnés d'autrui. L'anxiété choisit ses âmes, du moins il faut croire. Ces effets sont immédiats et radicaux. Ils vont d'une simple légère hausse de mon rythme cardiaque et quelques bouffées de chaleur en public, jusqu'à une dissociation soudaine, en passant par une hypervigilance paranoïaque permanente. L'anxiété est un spectre. J'en connais des pires et des moins pires que moi. Mais j'en connais surtout qui ne se rendent même pas compte qu'ils cohabitent aussi avec ce truc. Et c'est peut-être ça le plus dangereux. Ne pas savoir qu'on habite le parasite et passer sa vie sous son influence permanente, jusqu'à se faire entièrement voler sa vie, ponctionner de son jus d'intensité, siphonner de soi-même jusqu'à la moelle. Et au final, trouver ça normal. Parce que l'anxiété, ça vous vole votre vie. C'est ça le drame. C'est un sujet de vie ou de mort. Cette vidéo, je crois qu'elle est très sérieuse. C'est peut-être d'ailleurs ce que j'ai produit jusqu'ici de plus sérieux. Parce que moi, j'ai bien failli me faire voler ma vie par cette chose. J'ai longtemps fait partie de ces aveuglés dont je vous parlais juste avant, de ces aveuglés parasités. Je m'étais convaincu que tout était normal, que j'étais juste timide, juste réservé, juste calme. Mais jamais, au grand jamais, je ne m'étais dit et j'avais osé me dire que j'étais peut-être juste terrifié. Pourtant, c'était ça. J'étais juste terrifié, juste parasité, juste apeuré par la vie. J'ai quelque chose en moi, c'est vrai, qui me pousse à m'éloigner de la vie par nature, à vivre recroquevillé. Et cette vidéo, c'est l'histoire de mon combat contre cette chose, ce que j'ai appris et ce que je continue d'apprendre sur la route. Cette vidéo, c'est mon petit combat pour ne plus avoir peur du monde. C'est mes observations sur ce truc et mon manuel de bataille, quelque part. Et je ne crois pas être le seul à combattre ce parasite. Internet nous dira si j'avais raison ou non. En tout cas, j'aurais aimé qu'on me dise à plusieurs moments de ma vie que non, c'était pas normal de m'empêcher de vivre par peur d'exister. Alors je vous le dis, c'est pas normal d'avoir peur du monde et de la vie. Et non, le monde ne va pas vous manger. Bienvenue au dolmen. Observation générale sur l'anxiété. J'ai toujours vécu avec ce truc, mais j'ai dû attendre mes 23 ans pour comprendre que quelque chose clochait, en rencontrant des premiers esprits sains, entre guillemets. Des gars qui avaient vaincu leur parasite ou qui s'étaient faufilés entre les mailles du filet anxieux. Je les ai vus vivre, je les ai fréquentés, et j'ai fini par me dire « Mais attends, on peut vivre vraiment comme ça ? La vie peut être une danse ? Et pourquoi moi, je suis comme je suis, contracté et anxieux, et eux comme ils sont, faufilants et joueurs ? Pourquoi j'ai l'impression de vivre derrière une glace d'effroi
et eux dans une forme de torrent possible? Pourquoi chez moi l'autre est un risque et chez eux un support de jeu? Qu'est-ce qui nous différencie? Pourquoi ma vie est une contraction préoccupée et la leur, de là où je suis, ressemble à une exploration marrante? Est-ce que je suis damné? Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tout ça, ça tournait dans ma tête. J'ai réalisé ma condition par contraste, et par contraste violent parfois. Parce que moi, j'ai jamais été le mec qui s'engageait naturellement dans le flot de la vie, mais plutôt le gars qui calculait les possibilités que ça tourne mal. Alors des fois ça sert, mais parfois aussi ça dessert viscéralement. Alors, vous imaginez la révélation, quand j'ai croisé des gars détendus dans l'espace, des funambules, des danseurs de la vie, pas énormément, on s'entend, mais suffisamment pour que je commence à questionner cette satanée membrane empêchante derrière laquelle je vivais et je continue, malgré mes efforts, parfois encore aujourd'hui, de vivre. Parce que c'est ça le principal souci de l'anxiété. On ne sait pas qu'on est malade. Je pense sans me tromper que dans nos grandes villes modernes, l'énorme majorité des gens sont quelque part sur le grand spectre de l'anxiété, avec des nuances énormes, évidemment on s'entend, mais on a tous, même légèrement, le pied pris par cette pieuvre. Alors, on trouve ça normal en se regardant les uns les autres. On s'accommode facilement et gentiment de nos diminutions existentielles. On se dit que c'est rien, ou au pire que c'est une question de personnalité ou de caractère, que c'est quelque part dans l'air du temps, d'être un peu apeuré, contracté, terrifié ou même dissocié. Alors écoutez, je vais le dire une bonne fois pour toutes. Aucun trait de personnalité, aussi excentrique, atypique ou particulier soit-il, ne justifie de se couper hermétiquement de la vie et du monde. Vous n'êtes pas arrivé ici puni par la nature, et ça je vous le promets. Il faut différencier la timidité, l'introspection, même le calme ou la tempérance, ce qu'à bien des égards je suis et resterai, quoi que j'y fasse, des effets pathologiques d'une anxiété depuis trop longtemps larvée et collée à votre personnalité. Si votre philosophie de vie vous éloigne de l'intense, de l'autre et de la danse vitale, changez de philosophie. L'anxiété, c'est une pulsion de mort, une anesthésie progressive de l'étincelle, et aucun trait de personnalité par nature ne va mettre en défaut votre propension à vivre. La vie ne construit rien qui par nature la nie. Et je dis ça avec le cœur, car encore aujourd'hui, au fond de moi, il y a une partie de moi qui collabore avec ce parasite, qui continue à se raconter ce type d'histoire et dont la petite voix dans la tête dit « Mais toi, t'es différent. Les autres sont faits pour vivre, mais toi t'es un artiste, t'es un décalé, t'es un presque mort. Si tu vis trop, tu vas t'épuiser. Le monde est médiocre, et rien ne sert au fond de trop s'y frotter. Restons là, bien au chaud avec nous-mêmes. Trop vivre, c'est trop risqué. Toi t'es introverti, et c'est ta force, ta singularité. Et de toute façon, t'as jamais aimé l'excentricité et la danse. Toi t'es méfiant, et c'est comme ça, c'est dans la nature des choses. » Et cette voix, elle est terrible, car elle sait exactement où appuyer pour me pousser à continuer d'alimenter le parasite. Elle est insidieuse, elle est rusée. Elle valide ma fuite en la rendant quelque part belle. Or, je suis pas mon anxiété. Je suis pas le parasite qui me pousse à me recroqueviller et à craindre le monde. Car l'anxiété, en bref, c'est ça, une peur panique du monde. J'ai peur de me faire manger, de me faire rappeler à l'ordre par un immense molosse invisible et omniscient, tout fictionnel, dictateur de la bonne conduite et de la modération, et ultimement antéchrist glacial, chancre de la neutralisation vitale, au service du démon de la peur. Et ce truc vit dans ma tête quelque part, et à chaque fois que j'abdique, que je refuse de vivre, il devient de plus en plus fort. Il me regarde et tente à chaque seconde de me soumettre.
Le parasite anxieux, c'est ce qui fait que mon visage change du tout au tout en public, passant du petit gars passionné, drôle et plein de vie à la brique inquiète et froide. L'anxiété, c'est ce qui fait que j'ai longtemps été incapable d'avoir une conversation normale avec un inconnu sans utiliser toute ma force mentale pour tenter de ne pas paraître bizarre, étrange, désagréable ou tout ce que le parasite pouvait générer comme projection paralysante. Et donc finir, en bon Oedipe classique, par provoquer ce que je tentais ultimement d'éviter, alimentant la certitude pourrie qui me gâchait la vie, celle qui dit « Tu sais pas vraiment parler aux gens, t'es inadapté, un hésitant, un décalé, et c'est le prix inévitable que tu dois payer pour vivre. » L'anxiété, c'est ce qui fait que l'énorme majorité du temps, avec des inconnus ou de nouveaux humains, j'adopte une personnalité neutralisée au possible, version amoindrie, nuque offerte, conciliante, et que m'extraire de ce mode d'existence contracté, pathologique, est un effort surhumain. L'anxiété, c'est ce qui fait que depuis que cette chaîne YouTube existe, enregistrer un épisode comme celui-ci est toujours quelque part une petite violence à une petite part à l'intérieur de moi, que j'ai réduit au minimum, mais qui existe encore, et qui fait que oui, à chaque fois, mon rythme cardiaque accélère légèrement, et je suis à 2 doigts à chaque fois de tout recommencer ou d'éteindre ce microphone. Alors, comment ça se passe ? La chose s'annonce par le bas du dos. Le grand contracteur s'invoque par le doute. Il remonte le long de ma vertébrale. Sa chaleur est froide. Je suis comme pressé hors de moi, réduit à n'être que le jus effaré de mon propre étouffement progressif, pris en otage par le grand étrangleur, pris en otage derrière moi-même, si vous voulez, hurlant à plein poumon alors que je vois l'ordinateur apeuré me voler le contrôle et prendre les commandes de mon être. L'anxiété, c'est l'abordage et le détournement par la peur de votre personnalité. Personne n'entendra vos cris. L'étreinte du reptile est hermétique. Vous êtes condamné à vous voir étouffer sans mourir. Le goulot du filet d'air prendra grand soin que vous puissiez continuer à vous observer gigoter, mais juste gigoter. L'anxiété forme un autre vous, un vous inquiet du monde, qui ziote et calcule toutes les probabilités sociales, anticipe, ou plutôt tente d'anticiper les attentes et espère y répondre parfaitement. Le serpent de l'anxiété tue toute forme de spontanéité, évidemment. Le moi anxieux est un humain de convenance, un humain parfait mais sans vie. Selon vos personnalités, votre humain anxieux peut être plus ou moins discret ou contracté, froid ou simplement légèrement en retrait. Dans tous les cas, un sceau stérilise tout ce qu'il y a de vivant en lui et le laisse zombifié. Tout juste capable d'un mode automatique question-réponse basique, curseur convenance au maximum et créativité sociale au minimum. L'anxieux est un bloc de granit dissocié qui contracte son petit corps dans la rue pour l'embuscade qu'on lui a tendue au tournant de la prochaine ruelle et qui bégaie comme un enfant de 5 ans pour commander un café. Il craint d'être surpris par la vie et préfère l'annuler entièrement à l'intérieur de lui. L'anxiété, c'est cette force tout imaginaire qui dirige l'intégralité de l'œil du monde affamé vers moi, qui déshabille mon être et le laisse tout hésitant et tremblant au milieu de la ville, pétrifié. L'anxiété est un œil qui ne vit que dans ma tête en réalité, l'œil transparent de la peur qui paralyse. Tout le monde me voit et en même temps, dans ces moments-là, je me sens terriblement seul, une solitude qui tremble, une solitude qui sue,
Big Brother et Sauron fusionnent avec un voyeur omniscient, le tout braqué sur moi, jusque sous ma peau. Chaque goutte de sueur est un frisson liquide. Je meurs immobile, je me liquéfie de stress. Il n'y a que moi, l'œil et la panique pudique et tremblante qui m'envahit et me terrasse. Si vous savez ce dont je parle, vous savez. Et ça me pèse à la mort, parce que moi je respire plus sous ce parasite. Alors oui, j'ai failli plusieurs fois céder au serpent, j'ai failli lui donner sa putain de révérence, celle qu'il attend depuis toujours. Et ne vous y trompez pas, l'anxiété et vous, c'est une guerre. Et ce qu'elle attend, l'anxiété, c'est l'abdication de la vie en vous, sans condition, l'abdication totale. Alors oui, à un moment on réfléchit, à arrêter de se confronter à la chose, et donc au monde, à l'autre et à la vie. Notre main tremble au-dessus du contrat maudit. On est prêt à signer plus de vie, mais plus d'angoisse, on se dit. On n'en peut plus légitimement, parce que c'est dur d'avoir ça à l'intérieur de soi. On se dit qu'au fond, il suffit de plus donner d'occasion aux parasites pour que tout s'arrête. Alors on ne sort plus, on fuit l'interaction petit à petit, on étrangle la vie en soi, on cède au fond. Et comme ça, on se dit « ça va me lâcher, c'est bon, c'est terminé ». Sauf que ça marche pas comme ça. La chose en veut toujours plus. Si vous lui offrez un quart de votre vie, elle exigera la moitié, jusqu'à vous acculer chez vous et faire du moindre grincement dans l'escalier de l'immeuble un symptôme suffisant de manifestation, jusqu'à ce qu'un coup de téléphone, un rire distant, un simple coup d'œil dans la rue suffisent pour déclencher chez vous des états de panique terribles et incompréhensibles vus de l'extérieur, jusqu'à ce que tout vous veuille du mal. Le monde vous sautera toujours au visage, quoi que vous fassiez, d'une manière ou d'une autre. Le serpent fera toujours de vous sa proie effarouchée. S'il y a bien une chose que l'on ne peut pas fuir ici-bas, c'est la vie. Tout ce que tu cèdes à l'anxiété, tu le perds pour de bon. Elle dévore, elle incorpore et elle ne rend pas. L'anxiété sociale, c'est une saloperie avec laquelle on ne négocie pas, on la combat, on va chercher la vie, on ne lui cède rien. Être soi-même, uniquement chez soi ou avec 3 amis triés sur le volet et le reste du temps être un petit être effarouché bégayant, je suis désolé de le dire mais c'est parfaitement inacceptable. C'est déshonorer la vie que l'univers a placée en nous, c'est renoncer à la difficile mission existentielle, c'est bouder la danse. Si je ne suis humain qu'un quart du temps, uniquement lorsque les conditions sont favorables, je ne me considère plus comme humain, plus pleinement humain. Je suis lésé. L'anxiété tue ce qu'il y a d'intéressant en moi. Et ce qu'il y a d'intéressant en moi, en vous, oui, parce que depuis le début j'utilise le moi, mais c'est bien pour ne pas trop brusquer votre petit ego, ce qu'il y a de plus intéressant en vous, c'est ce que vous avez à offrir au monde. L'anxiété est un déshonneur, l'anxieux est un lâche, et en ce qui me concerne, je ne veux plus être un lâche. Et pour ceux qui vont me parler d'empathie, parce que je vous vois venir, et vous avez raison, cette vidéo n'est qu'un immense reflet empathique pour le moi du passé et le moi actuel, qui va mieux, oui, mais qui a encore beaucoup à apprendre et qui va au combat tous les jours. Si vous êtes comme moi, des paniquants, sachez que je vous aime, que je vous sais et que révéler votre secret est une manière brutale mais libératrice de vous tendre la main. Alors oui, il faut un sursaut. Et je ne serai jamais sur cette chaîne de ceux qui vous légitiment et hochent la tête quand vous êtes dans vos sables mouvants. Mais j'espère être des tendeurs de bâtons. Et parfois, tendre un bâton, c'est désagréable. J'aurais aimé qu'on me dise que c'était pas normal de m'empêcher de vivre par peur d'exister. Alors je vous le dis encore une fois,
Non, c'est pas normal. Le monde ne va pas vous manger. Et la seule manière de vous en persuader, c'est d'aller frontalement à sa rencontre. C'est d'accepter d'être la proie, le plus voyant, le plus vivant parmi les vivants, le putain de pan, danseur et sifflotant. En vous excusant d'exister, c'est-à-dire en paniquant de la vie, en sortant de la danse, vous croyez vous sauver, je sais. Plus d'imprévus, une modération déambulante, une personnalité lissée, une peur de l'autre viscérale, aucun jeu social, bref, un PNJ de plus dans le monde des endormis. Vaincre l'anxiété, c'est passer du réduit apeuré au danseur virtuose. Et c'est une mue affreusement difficile, j'en ai bien conscience. Ce que je vous demande là, c'est une métamorphose vitale et rien de moins. Mais ça c'est ce qu'on peut appeler, dans le juste sens du mot, du développement personnel. Ça, c'est un dragon qui a de la gueule. Alors, je vais finir par vous dire ce que j'ai appris jusqu'ici sur le chemin. C'est pas grand-chose, mais je pense que c'est des conseils que j'aurais aimé recevoir dans ma chair il y a quelques années. Mais j'ai aussi demandé à un ami proche, Stephen, d'apporter son petit grain de sel à l'équation. Avec ça, vous aurez au moins la direction à suivre, le reste est entre vos mains, de toute façon. Avant de poursuivre la vidéo, petite interlude. Ce que je vous propose ici n'est qu'une partie du jeu. Le plus important, c'est pas tant les balades contemplatives et les idées que j'essaie de vous offrir avec ces épisodes, mais ce que vous en faites derrière. La clé de tout ce projet, de tout ce truc du dolmen, la dalle sur laquelle il tient, c'est vous et votre obsession à mettre en application dans votre vie quotidienne ces idées. C'est pour ça que j'ai écrit ce premier livre, S'anomaliser, pour que vous puissiez avoir avec vous dans la poche, dans la matière, un compagnon pour votre cheminement personnel. Ce livre, c'est une torche sur le chemin de votre propre découverte intérieure. Vous êtes déjà plusieurs milliers à vous l'être procuré et vos retours parlent d'eux-mêmes. Merci. Le livre est disponible en version numérique pour vos tablettes ou en version papier depuis le lien en description. Et si vous souhaitez vous lancer dans ce chemin d'exploration, vous trouverez dans ce livre un guide précieux pour slalomer entre les pièges de l'époque et la construction de votre propre philosophie personnelle. À bon entendeur. Manuel de combat. Regardez comme je vis. Ultimement, c'est ça qu'on cherche. Le « regardez comme je vis ». La revanche, face au serpent de l'anxiété, c'est de surjouer la vie. Et je vous préviens, si vous en êtes où j'étais, le chemin va être long et difficile, mais c'est le meilleur chemin. Réapprendre à vivre en dehors du joug de l'anxiété revient à apprendre à marcher après 20 années passées à quatre pattes. Alors, voilà 4 petits conseils. 1. Alors on va commencer tout doucement par un truc tout bête. Siffloter dans la rue. Vous verrez après pourquoi je vous dis ça. Mais en bref, réapprenez à vous détendre dans l'espace. Occupez-le poétiquement. Décontractez votre posture. Faites des petits pas d'audace chaque jour. Sifflotez, puis sifflez franchement, puis dansez parfois. Sortez du schéma rectiligne de l'anxieux qui marche comme l'on fuit ou comme l'on disparaît sous son ombre, qui s'excuse d'exister quand il sort dehors. Prenez votre temps. Soyez prince de l'inutile. Servez la beauté des lieux. Laissez votre corps prendre de l'espace. Soyez le plus large possible. Maniez votre propre excentricité dans l'espace. Apprenez à servir le dieu Pan. 2. Ensuite, romantisez votre vie. Entraînez-vous à dédier au minimum une vingtaine de minutes par jour à vous balader avec de chouettes musiques dans les oreilles qui vous donnent envie de partir à la conquête ou à la découverte du monde, c'est selon, de sourire aux inconnus, de dire bonjour au visage sympathique. Tendez la main au monde, refaites de votre vie un film par petites touches savoureuses. Décontractez la carapace, vivez-vous un peu parfois en personnage principal enchanté.
Osez le saut d'audace que ça représente. Marchez un peu comme on défile, complimentez les gens parfois quand ça vous passe par la tête, comme ça juste gratuitement. Caressez les chats dans la rue. Prenez 30 secondes pour sentir la fleur sur le balcon de cette gentille vieille dame et de la féliciter pour son goût en termes de composition florale. Demandez à ce gars que vous croisez assis en terrasse comment est le café aujourd'hui. Asseyez-vous à côté de cet inconnu absorbé dans son livre et demandez-lui ce qu'il lit. Parlez 15 minutes de littérature. Faites tout ça et plein d'autres choses encore, non pas comme une prescription mais comme un jeu. Regardez-vous agir en félin et surprenez-vous. Jouez la vie, inventez vos propres jeux et vos propres scénarios. L'excentricité sera votre meilleur ami dans cette quête. Et je sais que ça se contracte à l'intérieur de vous quand je vous dis tout ça. C'est normal que vous rencontriez de la résistance et c'est bon signe. Mais tentez des trucs, posez des questions aux passants, des paradoxes, écrivez en pleine rue, debout, en marchant, pourquoi pas. Dansez dans les musées avec votre casque sur les oreilles, offrez des petites notes écrites à des inconnus, type compliment ou encouragement poétique, et regardez leur visage s'illuminer d'un coup. Abreuvez-vous de tout ça. Soyez celui qui enlumine et illumine. Soyez le plus vivant des vivants. Soyez celui qui danse dans les flammes. Propagez de la vie autour de vous. Faites ce que vous auriez aimé que l'on fasse pour vous. « 3. Persuadez-vous que la vie est un jeu et jouez avec la réalité. » Et là-dessus, je laisse mon ami Stéphane vous détailler tout ça. On peut concevoir l'existence comme un jeu, dans lequel le plus grand guerrier est le guerrier le plus souple. La fluidité, elle vient pas du contrôle de ce qui est, mais par la liberté d'être dans ce qu'on ne connaît pas. Comme la danse, et l'importance de ses erreurs, d'essayer, de tenter, de tomber, pour se trouver, se rencontrer, s'apprivoiser, se connaître. Et une fois qu'on croit y être parvenu, qu'on touche à la maîtrise, toujours recommencer. N'est jamais fixé dans le monde que ce qu'on a cessé de modifier. Tout est là. L'expression, le rêve, la création. Il n'y a que ça qui élève au-delà de soi-même. Peut-être même jusqu'au divin. Ce qui nous fait peur ne doit pas être éliminé, mais simplement apprivoisé. La vitalité se trouve aussi dans l'obscurité et nous y attend pour être libérés. Approchez-vous de vos dragons. Regardez vos douleurs. Ce qui est blessé, quand il est reconnu, s'apaise et devient bienfaisant. Faites de vos dragons des partenaires pour la danse. Concevez un autre rapport aux douleurs de votre vie. Gardez précieusement vos peurs et regardez-les. Permettez-vous d'être beau et courageux avec elles. La vie n'est qu'un réceptacle qui attend patiemment de nous rétribuer ce qu'on y dépose. Soyez prêts à recevoir chaque instant comme un possible fertile. Dieu a de l'humour, parfois trop. Choisir de se retirer du monde, de soi, se replier, rester en surface, c'est déjà mourir. C'est empêcher le mouvement. Le miracle de la vie est un processus qui ne commet pas d'erreur. À défaut de contrôler la vie, apprenez à danser sur ses reliefs, à chevaucher ses dragons. Soyez des princes de l'instant. Ouvrez les yeux. Le monde est étalé devant vous. Vous profitez déjà de la balade. Et conclusion. Incarnez-vous au maximum de ce que la vie autorise. Le premier devoir d'un être humain est de s'incarner au maximum de ce que sa constitution autorise. Il doit sur-expérimenter la vie, surtout dans sa vingtaine ou dans sa trentaine. Il doit être le prince de l'instant, charmeur des possibles, valseur de l'inattendu, porteur de la bannière vibrante. C'est sur lui que repose la réactualisation du charme, c'est-à-dire de l'art, avec un A majuscule, sur vous. Et c'est dur, mais ça revient à faire de sa vie
une œuvre d'art. Et c'est la putain de meilleure manière de vivre. Expérimentez la vie comme un jeu des possibles modulables et magiques. Faites danser le destin, provoquez, soyez l'anomalie. Faites l'amour avec l'instant et la vie, jusqu'à tomber de fatigue à force d'avoir tournoyé dans tous les sens. Et ça c'est le code de conduite de l'artiste existentiel. Et je vais vous dire, celles et ceux qui sont appelés à vivre le plus intensément aujourd'hui et maintenant sont les mêmes que ceux que l'on a insidieusement privés de leur droit à vivre. Que ce soit maintenant ou dans 30 ans, un jour, vous voudrez prendre votre revanche. Et cette vidéo sera toujours là pour que vous puissiez trouver le début du tunnel. C'est comme ça qu'on triomphe de son anxiété, en partant la provoquer, en la cherchant. Le dernier des morts doit devenir le premier des vivants. C'est sa seule mission. Et oui, vous serez ridicule. Oui, vous dérangerez les demi-vivants. Oui, vous aurez parfois l'impression que l'on vous regarde parce que l'on vous regardera. Mais au moins cette fois, ce sera pour une bonne foutue raison. Vous les renverrez tous à leur endormissement douloureux. Quitte à paniquer en dansant n'importe comment et en souriant à la vie, plutôt qu'en tentant de vous invisibiliser honteusement. Traquez le ridicule esthétique. Alors, vous arriverez peut-être au bout d'un certain temps au plus beau des états, la funambulerie. Vous vous baladerez dans le monde comme un joueur. Votre ouverture à l'expérience grandira petit à petit, jusqu'à vous surprendre complètement. Jusqu'à ce que vous soyez capable de vous lancer dans des aventures dont vous ne vous seriez pas cru capable un instant. Et une fois la spirale lancée, rien ne l'arrête. La liberté est un sentiment. La vie reprendra ses droits. Et ça, c'est beau. Au milieu d'une rue, d'un coup, vous ressentirez cette puissance. Tout est possible. Tout dort et attend. Toute la magie réside dans l'instant, dans votre ouverture à la possibilité. Toute cette chose peut être un jeu dont vous possédez les clés. Détente, créativité, danse et sifflotage. Et là, je vous souhaite de toucher du doigt la réalisation la plus savoureuse, celle de la grande liberté, celle qui rend tout modulable. Vous pouvez tout, non pas par l'action décontractée, mais par le sourire et le jeu. Le plus grand des enseignements spirituels et existentiels est ici. Le pouvoir du funambule et son inarrêtable volonté joueuse. Rien n'arrête celui qui a décidé que son temps était venu de vivre. La liberté se conquiert, la liberté est au cœur, la liberté est un sentiment, une posture. Et l'homme qui découvre sa liberté découvre qu'il peut tout. Bonne chance.